Nous nous retrouvons pour la 49e édition du Club de la Presse. Un sujet a particulièrement retenu notre attention cette semaine, l'érection de pancartes annonçant la construction d'un monument dédié aux victimes Hutus de la crise de 1972. Cela s'est passé à Nyambeho, commune Guieta, en province Gitega. Néanmoins, le gouverneur de Gitega dit ne pas être au courant d'un tel projet. De même que le président de la commission Vérité-Réconciliation ou encore l'Oumousman, qui ont tous indiqué qu'un tel monument ne serait pas le bienvenu dans le pays. Mais alors, qui est derrière ces pancartes? Nous en parlons avec nos deux invités, Hermès Ndiwandetse, journaliste à la radio publique africaine. Bonjour. Bonjour Franck. Nous sommes également avec Eddie-Claude Nazoué, journaliste à la radio Nzamba Agate Kakawe. Bonjour. Bonjour Franck. Et bienvenue à tous les deux. Merci. À tous, à toutes, bonjour, bienvenue. Hermès Ndiwandetse, quand vous avez entendu cette histoire de monument pour une seule ethnie, pour les Hutus victimes de 1972, quelle a été votre première réaction? Ma réaction est simple parce qu'on les a vus sur le téléphone WhatsApp, donc on ne savait pas que ça peut être érigé dans n'importe comment. Donc pour moi, ça dépassait mon entendement. C'était en trois langues, je pense, en swahili, en français, en kirundi, qu'il y a eu génocide des Hutus en 1972. Or, nous avons fait l'histoire, nous avons suivi l'histoire du Burundi. Il n'y a pas eu un génocide au Burundi. Personne n'a réclamé, n'a revendiqué qu'il y a un génocide. En tout cas, jusque-là... Jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas revendiqué. Aucun pouvoir n'a jamais revendiqué qu'il y a eu un génocide des Hutus. Parce que l'histoire nous a appris que en 1972, c'est toutes les ethnies qui ont été assassinées. Toutes les ethnies. Donc je dirais les deux ethnies Hutus qui sont majoritaires au Burundi. Alors, quand on voit sur la colline Nyambeho des pancartes qui sont érigées là-bas, disant que c'est un monument pour les génocides des Hutus, vraiment ça dépense notre attendement. Mais aussi, d'une part, si le gouverneur a dit, je ne suis pas au courant de ces pancartes-là. Gouverneur, qui a des institutions de la base jusqu'au sommet. Il y a le chef de colline, il y a l'administrateur. Est-ce que toutes ces pancartes ont été installées là-bas à leur insu? Je ne sais pas. Oui, Eddie-Claude Nazoué, selon vous, qu'est-ce qui peut avoir inspiré cette initiative aux gens qui l'ont mise en place? Est-ce que vous pensez que c'est lié à l'impunité, comme certains le pensent, le fait que les auteurs, par exemple, des crimes de 72 n'aient jamais été arrêtés, inquiétés? Bon, de toutes les façons, ça relève de l'histoire vécue dans notre pays, parce que si on a toujours cacher ce qui se passe, ne pas se dire la vérité. Je crois que c'est la raison d'être d'ailleurs de la commission Vérité et Réconciliation. C'est parce qu'on a vu qu'il faut que les Burundais se réconcilient. Alors, j'ai déploré quand même qu'on s'improvise pour implanter des pancartes identitaires pour la commémoration d'un groupe de gens qui ont été assassinés, alors que nous plongeons vers une réconciliation, bien que notre pays se trouve toujours dans une crise. Donc ce sont des crises cycliques qu'on a connues, mais aujourd'hui, ce ne sont pas des crises interethniques. C'est lié à la gouvernance. Bon, je dirais que le collectif des victimes du génocide de 1972 qui se réclament de l'implantation de ces pancartes, ne s'est pas improvisé, mais il y a une... Ils ont revendiqué le fait d'avoir implanté ces pancartes? Oui, c'est bien écrit, c'est bien écrit. Ouais. Alors, mais on a remarqué que dernièrement, il y a eu une note du collectif qu'on connaît, mais qui par après a dit non, ce ne sont pas nous, on ne connaît pas ces gens qui ont implanté ça. C'est quel collectif? C'est un collectif de victimes qui se réclament des victimes du génocide de 1972. Dans une note que j'ai lu que
ONG, cette association, ce collectif, se réclame de droit international, dit ce ne sont pas nous. Alors, peut-être que cette réaction est venue. Ce qui veut dire que l'idée n'est pas soutenue par toutes les victimes de 72. Bon, ça serait mentir si je dirais que l'idée n'est pas soutenue. On peut soutenir l'idée implicitement. Alors, plutôt, quand on a vu que l'ombudsman de la République, le président de la commission Vérité et Réconciliation, toutes ces deux institutions qui condamnent, ont condamné. Alors, l'organisation qu'on connaît, qui se réclame, collectif des victimes du génocide de 1972, perpétré contre les Hutus, a décliné l'implantation de pancartes. Aujourd'hui, le gouverneur de la circonscription a été demandé par nos confrères du groupe de presse Iwachu, lui aussi a décliné. Alors, aujourd'hui, qui est l'auteur? C'est pourquoi je dis qu'il y a une main derrière, invisible. Mais ce n'est pas gratuit. Ce n'est pas gratuit parce que ce collectif qui a pu ériger ces pancartes, ce sont des pancartes en fer, bien érigées, c'est-à-dire que ça a été préparé. Cette main derrière, aujourd'hui, ne peut pas s'exposer parce que c'est contre le processus de réconciliation, c'est contre ces institutions. Entre autres, la commission Vérité et Réconciliation, qui a été mise en place par le pouvoir. D'ailleurs, ce n'est pas le pouvoir parce que ça relève des accords d'Arusha. Tout à fait. C'est contre une autre institution de la République, la haute, qui doit être entre les Burundais, l'office de l'ombudsman. Donc, cette main invisible ne peut pas s'exposer parce que ça serait ridicule. Mais ce qui est visible, ce n'est pas occasionnel qu'on a vu des pancartes se implanter. Hermès, la commission, comme il vient de le dire, la commission Vérité et Réconciliation, l'ombudsman, ils ont condamné cet acte. Est-ce que cela suffit? Ça ne suffit pas. Moi, je ne dis pas ça ne suffit pas parce que il y a le gouverneur qui a décliné sur ça. Il y a le président Jean-Louis Naïman, donc président de la Sévère. Il y a aussi l'ombudsman qui a dit non. Ça relève les objectifs de la commission Vérité et Réconciliation. Donc, au lieu de donner ces mots de dire non, 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 il faut chercher d'abord les auteurs de cette érection, de ces pancartes, ce qui veut dire des monuments pour les génocides de 72 pour les Hutus. Donc, il faut aller en profondeur. C'est-à-dire que Nyambeho, c'est une colline qui est connue par tout le monde. Donc, il y a un chef coroner, il y a l'administrateur. Pourquoi alors, jusqu'à présent, les auteurs de l'implantation de ces pancartes ne sont pas encore connus pour qu'ils soient traduits devant la justice. L'administration ne fait rien. La justice ne fait rien. Donc, il faut qu'aujourd'hui, ils se mettent debout pour dire, nous prenons le coroner, le chef de la colline, Nyambeho, mais aussi l'administrateur, pour leur demander qui ont implanté ces pancartes-là. Si je vous comprends bien, ça veut dire que vous regrettez le fait que le gouverneur se soit juste contenté de dire qu'il n'est pas au courant d'un tel projet, sans le condamner, sans parler du fait que les auteurs seraient poursuivis, etc. Ça relève de ces missions de monsieur le gouverneur de Gitega. Il devrait être sur le terrain et faire ces investigations s'il n'est pas du tout au courant. Mais jusqu'à présent, personne n'a été arrêté parce qu'il est présumé auteur de l'implantation de ces pancartes. Mais en fait, c'est ce que je disais tout à l'heure. Il y a une main derrière. Une main de quelqu'un qui n'est pas moindre. Donc, il y a le pouvoir qui est derrière. Mais on ne pourrait pas s'exposer parce que c'est contre le processus de réconciliation. Alors,
si le gouverneur a dit qu'il ne sait pas, c'est ridicule. Yes. Nyambero, dans la commune de Guieta, c'est pas loin de la province de Gitega, le chef-lieu de la province. Parce que le marais de Nyambero est situé non loin de la branche de la brasserie de limonadelle du Burundi, Bragita. C'est tout près de la route aussi. C'est autour de la route. Yeah. Alors, je vais corriger. Les pancartes annoncent la construction future d'un site mémorial. Et il faut pas, c'est pas n'importe quelle annonce, ce n'est pas quelle pancarte, puisqu'il s'agit de grosses pancartes et de grandes pancartes également, de pratiquement 3 à 4 mètres. Ouais. Donc qui sont très visibles de très loin. C'est-à-dire, le jour de l'implantation, c'était que, ça veut dire qu'il y avait des gens, des autorités qui étaient là, donc qui ont demandé à certains gens d'implanter ça. Mais est-ce que ce n'est pas une affirmation gratuite? J'imagine. Ah. Parce que tu ne peux pas t'improviser d'aller prendre, en faire comme ça et mettre toutes ces pancartes. Certainement que ça a pris des heures et des Voilà. heures pour être implanté. Mon ami a dit c'est tout près de la route. Alors, c'est juste là, il y a des véhicules qui traversent la route et qui voyaient ces pancartes. Et le gouverneur dit, je ne sais pas quoi dans cela. Est-ce qu'il ne passe pas là-bas? Il n'y a pas d'administrateur qui est là. Donc c'est son œil droit sur la colline de Nyambero. Et dit Claude, est-ce que ce n'est pas un signe qu'il urge de mettre en place, d'exécuter le prescrit de l'accord d'Arusha qui prône, lui, un monument unique pour toutes les victimes de toutes les crises burundaises? C'est ce qu'a dit Monseigneur Jean-Louis Nahimana, qui préside la commission Vérité et Réconciliation. Il a déploré qu'il y a des gens qui s'improvisent, c'est contre la loi. Alors, et la loi qui gouverne est la sévère. Et la sévère doit passer par cette loi pour exécuter ses missions. Alors, une petite association non connue s'improvise pour enfreindre la loi régissant la sévère. C'est une mission réservée à la sévère. C'est pourquoi Monseigneur a sorti cette déclaration qui condamne et le voyant parler, il n'était pas à l'aise. Comme on le connaît, mais Monseigneur Jean-Louis Nahimana, il n'était pas à l'aise parce que une association s'improvise et fait ça, alors que la sévère a rêve. Et d'ailleurs, j'ai pu m'entretenir avec des citoyens qui connaissent l'histoire. Un citoyen de Rumongue, un vieillard qui avait 15 ans pendant les massacres de 1972, contexte de génocide. Et je dois dire que le génocide, il y a des étapes pour déclarer qu'il y a un génocide. Outre les Nations Unies qui peuvent déclarer que dans tel pays, il y a eu un génocide qui a été commis, pour le qualifier ainsi, une juridiction nationale, une justice nationale peut se saisir d'un cas et trancher. Alors, mais c'est tout un processus. C'est tout un processus. Ce qui n'a jamais été le cas au Burundi. Alors, ce vieillard m'a révélé qu'il avait 15 ans pendant le massacre de 1972. Il m'a dit que ce ne sont pas des Hutus tout seulement qui ont été massacrés. Et il a dit, moi j'habite et je vais encore à Rumongue, j'étais là, et c'est Rumongue qui est pris comme exemple de ce qu'on dit comme génocide des Hutus, mais m'a révélé que je suis Hutu moi-même, je le cite, je suis Hutu moi-même, vous les jeunes, il m'a demandé d'ailleurs l'âge que j'ai dit, vous êtes mon grand-père, il m'a dit, ne soyez pas dupes, il faut que vous soyez unis. Les Burundais, nous sommes unis, ces gens, on ne sait pas d'où ils viennent. Moi, je suis Hutu qui te parle. En fait, je l'avais interviewé. Ce sont des paroles effectivement très nobles de la part de ce vieil homme. Hermès, est-ce que cela est un signe que l'esprit de division est réel chez les Burundais? C'est réel parce que si on entend des propos de différentes autorités burundaises, en l'occurrence le président de la République du Burundi, il y a des mots qui sèment la haine entre les Burundais. Mais est-ce que quand le président lui-même parle des termes divisionnaires, des termes divisionnistes, est-ce que vous pensez que c'est vraiment dans le cœur des Burundais?
Non, ce n'est pas pour tout le Burundais, mais c'est le cœur, c'est au niveau du cœur de certaines autorités burundaises actuellement, parce qu'il y a des pouvoirs qui se sont succédés, mais qui n'ont aucun pouvoir n'a revendiqué qu'il y a eu génocide. Le Monseigneur a dit il y a des pistes ou des pistes qui indiquent, qui montrent réellement qu'il y a eu génocide. Donc, avoir ces mots qui sont lancés par ces autorités burundaises, ils veulent implanter, ils veulent semer la haine dans la jeunesse aujourd'hui. Donc, ce qui est déplorable, parce que nous avons fait l'histoire, nous avons connu l'histoire des Burundi, ce n'est pas le moment de dire, voilà, il faut que les Hutus sachent qu'ils ont été assassinés en 1972. Ils oublient ce qui s'est passé en 1959, en 1965, en 1988, Nega Marangara. Donc, dire il y a eu génocide en 1972, je pense qu'il oui. Jusqu'à aujourd'hui même. Donc, ils oublient donc l'appellation de génocide. Aujourd'hui, si je veux compléter mon ami, mon confrère Hermès, aujourd'hui, si tu veux, il y a des Hutus qui se moquent de ces gens qui se réclament victimes du génocide des Hutus de 1972. Il y en a ceux qui affirment gratuitement qu'ils sont Hutus et qui se moquent de ces gens en disant, écoutez, il faut que le monument des Hutus qui ont été tués par le pouvoir à la tête en Hutu depuis 2005 soit érigé. Donc lui-même est en train de commettre serait en train de commettre un autre génocide contre les Hutus. Alors qu'il on le dit, j'affirme pas, je le cite, on dit que des Hutus ont été massacrés en grand nombre depuis l'avenue du CNDD-FDD, qui est considéré comme un mouvement rebelle à majorité Hutu qui est aujourd'hui au pouvoir. Juste une question pour vous taquiner tous les deux. Vous dites tous que vous êtes contre effectivement ce qui s'est passé à Guieta et que il s'agit de Hutus qui sont plutôt, qui ont un esprit revanchard, etc., etc. Est-ce que vous ne le diriez pas parce que vous-même seriez contre ces Hutus-là, en tant que Hutus? Non, ce ne sont pas tous les Hutus qui ont cet esprit revanchard. Plutôt, on remarque que c'est un esprit d'un petit groupe, mais quand même qui se voit fort. Qu'est-ce qui ferait croire que vous, Eddy Claude, vous ne le dites pas parce que ce sont justement des Hutus? Non. Pas du tout. Moi, je suis contre vraiment la discrimination sur base ethnique. Moi, j'ai grandi avec des Hutus. J'ai connu des amis, des copines Hutus. Aujourd'hui... Et Tutsi, parce que moi, je n'ai pas parlé de votre ethnie. Hein, non, ce n'est pas... non. De toutes les façons, ceux qui me connaissent, ceux qui m'entendent, vont comprendre ce que je parle. Alors, j'ai grandi avec toutes les deux ethnies. Oui. Quand je suis allergique, quand quelqu'un me taxe d'ethnie, parce que ça me dérange, parce que j'ai vu ce qu'a fait l'ethnisation. Et les conséquences. Surtout dans un pays limitrophe. On a bien compris que vous êtes plutôt du genre réconcilié. Aujourd'hui, je salue que les Burundais ont évolué, la société burundaise a évolué. Il y a ces gens qui se disent évoluer, malheureusement, qui veulent remorquer les autres pour s'aimer la haine. Hermès, honnêtement, est-ce que vous-même, vous ne seriez pas contre ces gens-là qui, comme vous le dites, ont plutôt un esprit revanchard, parce que justement, ce sont des Hutus? Bon, moi je dis que je ne suis pas contre, mais ce n'est pas tous les Hutus qui revendiquent qu'il y a eu génocide de 1972. Parce que là où j'ai vécu, dans ma commune natale, je vivais avec des Hutus. Donc les Hutus sont mariés à des Tutsis, des Tutsis sont mariés à des Hutus. Donc c'est une poignée de gens qui est aujourd'hui au pouvoir, qui veulent implanter, qui veulent semer la haine à la jeunesse. Pourquoi je dis... Et donc vous avez gardé cet esprit de cohésion en vous-même? Jusqu'à présent. Même si je suis en exil, j'ai toujours des amis Hutus qui sont au Burundi, qui continuent à collaborer.
Donc, ils gardent nos propriétés jusqu'à aujourd'hui. C'est quelle commune? Mwakiro, Muyinga. Donc, ils exploitent nos propriétés et on partage, on continue la cohésion sociale entre les deux ethnies. Donc, je n'ai pas posé la question pour parler de votre ethnie, mais c'était juste par rapport à ces assertions contre justement ceux qui ont eu ce type d'initiative. C'est juste montrer qu'il n'y a pas de Hutus, il n'y a pas de Tutsis, mais il y a des Burundais. Que tout le monde sache que, au lieu d'être Hutu Tutsi, il faut qu'il se mette en tête, dans la tête qu'il est Burundais d'abord. Assez rapidement, est-ce que vous pensez que les réactions de part et d'autre pour nier, pour condamner cet acte, est-ce que vous pensez que ça serait le travail des médias, et surtout les médias étrangers en exil, hein, qui ont parlé de cela avant tout? De toutes les façons, nous sommes en exil et nous restons au cœur de l'actualité de chez nous, au Burundi. La preuve en est qu'on a été les premiers à sauter sur ces pancartes parce qu'on n'a pas compris. À l'heure où nous sommes au Burundi, nous avons connu des crises cycliques, mais on a dépassé quand même l'esprit de division ethnique. Aujourd'hui, les Burundais, même un Burundais lambda, ne peut pas, comment dirais-je, ne peut pas s'attarder sur l'utilisation. Même un citoyen lambda qui n'a pas été à l'école, ça a été, je dirais, l'arme des politiciens pour diviser les Burundais. Mais aujourd'hui, si tu... mais la majorité de la population dépasse Donc, c'est pourquoi on a sauté sur ça. Ça devient pire si aujourd'hui... Et donc, si je vous entends bien, ça veut dire que les médias ont donc rendu un grand service en parlant. Et on continue, parce qu'on doit parler, on doit interroger tout le monde pour que cet vieil esprit qui remonte soit encore une fois enterré. Hermès, vous pensez que le travail qui a été fait suffit sur ce sujet-là? Le travail qui a été fait par les médias? Bon, ça ne suffit pas. C'est pourquoi même nous sommes dans cette émission. Nous continuons à parler de ce qui s'est passé à Niambéo. Donc, moi je dis que, comme ça a été dénoncé par la Sévère, l'Ombudsman et le gouverneur, il est temps à l'administration et à la justice de chercher les auteurs qui ont fait qu'il y ait l'implantation de ces pancartes, soi-disant mémorial, monument de génocide des génocides des Hutus. Donc, il est temps que la justice fasse son travail, si réellement, et la justice pour tout le monde. Je crois qu'on a intérêt de se dédouaner en tant que pouvoir, justement pour ne pas être taxé encore d'un pouvoir qui a tendance à diviser les Burundais. C'est bon pour ce sujet-là. On a annoncé qu'un seul sujet serait débattu dans cette émission, mais un fait de dernière minute hier ne pourrait ne pas être évoqué. Il s'agit de la suspension pour 3 mois de toutes les organisations internationales, même des organisations locales. On a parlé d'un chiffre de 130 organisations pour être plus précis. Peut-être qu'il y en a davantage. Hermès, un effet de tremblement de terre. Pourquoi, à votre avis? C'est dommage et aussi c'est déplorable d'entendre que c'est la décision on l'appelle Conseil national de sécurité qui a pris cette décision. Les ONG, tant nationales qu'internationales, sont implantées au Burundi après avoir donné ce qu'ils vont faire. Il y a des ONG qui aident dans l'alimentation des gens, qui aident dans les santé, études, dans tous les domaines, dans tous les secteurs. Donc, entendre que c'est le Conseil national de sécurité qui prend cette décision, il y a des ministères clés qui donnent l'autorisation à ces ONG de travailler sur le territoire burundais. Et donc, qui aurait dû, elle, prendre justement cette décision. Normalement, c'est ça. Mais aussi prendre une telle décision, c'est-à-dire qu'il y a un grand nombre de chômeurs. Ce ne sont pas ces blancs, donc les responsables des ONG. Pères de famille, oui. De famille, il y a beaucoup de Burundais qui travaillent dans ces ONG. Donc, ils sont mis en chômage pendant 3 mois. Comment est-ce que les familles vont pouvoir avoir de quoi manger? C'est-à-dire que c'est le pouvoir de Bujumbura qui vient de prendre cette décision en oubliant son rôle primordial
de protéger la population. Sans parler naturellement des bénéficiaires des actions de toutes ces organisations-là. Eddy Claude, on parle du fait que le gouvernement aurait pris ces décisions parce que ces organisations ne respectent pas les règles qui les régissent, notamment sur le plan des quotas ethniques. Est-ce que vous pensez que cette raison est valable? Cette raison n'est pas valable parce que moi, je trouve que il y a des ONG qui sont connues, qui embauchent des Burundais sans tenir compte de leur provenance ethnique. Mais plutôt de leur capacité, de leurs aptitudes. Voilà, c'est ça qu'on met en avant. En termes de connaissances, en termes de... on a passé des petits jobs ou des examens au niveau de ces ONG quand on cherchait du boulot. On n'a jamais demandé de l'ethnie. Alors, le pouvoir, je ne sais pas ce qui se passe aujourd'hui. Et je me suis demandé pourquoi c'est le Conseil national de sécurité qui prend le débat pour faire arrêter ces ONG. Mais je me suis demandé si ces ONG contribuent à l'insécurité pour que le Conseil national de sécurité se saisisse. Il a oublié sa mission. Alors, il y a le ministère en charge. Peut-être qu'on ne connaît pas toutes les raisons et que... C'est pourquoi c'est encore chaud. Ça fait la une de l'actualité. Peut-être on saura plus tard le mobile de cette suspension. Sinon, il y aura un impact très négatif au niveau de la société burundaise parce que ces ONG contribuent à la survie sociale. Est-ce que vous pensez que ça serait lié au contexte d'aujourd'hui après le rapport de la commission d'enquête des Nations Unies et que ça rentre dans la vengeance, disons, du gouvernement contre la communauté internationale, puisque la plupart de ces organisations sont effectivement internationales? Hermès. Moi, je pense que la décision du Conseil national de sécurité est venue, je dirais, très rapidement, parce que les ONG, avant d'être installées dans le territoire, ils ont des exigences. Il y a des ONG qui travaillent sur le territoire burundais il y a des années. Malheureusement, nous ne savons pas ces ONG, quelles sont ces ONG. Sinon, les ONG sont là pour, comme l'a dit M. Eddy, pour la contribution du bien-être de la population burundaise. Je reviens sur ma question. Est-ce que vous pensez que ça serait lié au contexte actuel, d'après le rapport de la commission d'enquête des Nations Unies, pour se venger de la communauté internationale? Ça peut ne pas être, mais jusqu'à aujourd'hui, Monsieur le Président du Conseil national de sécurité a dit la suspension de ces ONG pendant 3 mois, mais il n'a pas donné les motifs, les raisons. Seules les associations locales qui extraient les minerais d'or a dit qu'ils n'ont pas suivi les modalités, donc ils travaillent illégalement. Mais aussi avant de prendre ces mesures, des associations qui extraient les minerais d'or, il y avait d'abord des exigences avant de donner l'autorisation d'exploiter, donc d'extraire ces minerais d'or. Donc, c'est-à-dire que le Conseil national de sécurité a oublié complètement ses missions principales. Eddy Claude, pensez-vous que ça serait lié au contexte assez rapidement? Moi, je crois que c'est lié parce que, vous voyez, à chaque fois, on a tendance à endosser au blanc. Ces ONG, en majorité, sont des ONG de l'Union européenne, des USA. Oui, tout à fait. Ouais. En fait, en majorité, ce sont des ONG en provenance des pays de l'Union européenne. Alors, on est intransigeant. Quand on est une ONG internationale, organisation non gouvernementale. On ne met pas en avant ces histoires d'ethnie. C'est pourquoi, plutôt, excusez, on est intransigeant, on n'a pas besoin d'avoir une, comment dirais-je, une injonction émanant d'un d'autorité gouvernementale. Mais nous savons que, excusez, c'est ce qui se fait chez nous. Mais elles doivent respecter quand même les règles. Les règles, oui, sont respectées, locales. on le sait. Et aujourd'hui, on les amène dans des histoires de quotas ethniques, alors que ça relève des accords d'Arusha,
mais pour des institutions précises, pas des ONG, pas des associations, ton association. On en saura certainement davantage avec, avec le temps, avec, dans les heures et dans les jours qui viennent. C'est la fin de cette 49e édition du Club de la Presse. Merci à nos invités, Eddie-Claude Nazoué et Hermès Niwandetse. Merci beaucoup. Je vous en prie. Merci également à toute l'équipe technique, à toutes, à tous. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro du Club de la Presse.